YouTube, bienvenue dans cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes le 19 novembre 2025, au moment où ces questions ont lieu. Et les 15 heures, c'est l'heure du Sénat. Nous venons de terminer l'Assemblée nationale qui était un petit peu plus calme que la fois dernière. Et on va voir si au Sénat, ce sera plus agité que d'habitude. Au Sénat, c'est comme à la haine. Oui, le Premier ministre répond obligatoirement au président de groupe. Par contre, des fois, il peut prendre la parole comme ça, de façon spontanée. Mais voilà. La séance est ouverte. Là, il n'y a pas de président de groupe qui prend la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, chaque jour, le narcotrafic fait en France de nouvelles victimes. Quoi ? Nous avons une pensée pour ce jeune Marseillais, Mehdi Kezassi, lâchement assassiné le 13 novembre dernier. Assassinat qui constitue, et je prends les paroles du ministre de l'Intérieur, un point de bascule. Je tenais à exprimer au nom de notre Assemblée notre volonté inébranlable de faire face à ce fléau. Ce combat, le Sénat l'a porté au travers de la proposition de loi de nos collègues Étienne Blanc et Jérôme Durain, qui recueillit le soutien d'une très large majorité de parlementaires. La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, promulguée le 25 juin dernier, donne les outils nécessaires à l'État dans cette lutte qui, nous le savons, demande courage, volonté et moyens. C'est quoi, c'est l'édito de Gérard Larcher ? Mesdames et messieurs les ministres, nos compatriotes et avec eux le Sénat attendent désormais des résultats, notamment avec l'installation du parquet national anticriminalité et attendu pour janvier prochain. Nous en avons besoin de manière impérative. Je voudrais vous demander de vous lever pour ce jeune et sa famille, en association avec l'ensemble de nos collègues des Bouches-du-Rhône. Je vous demande un moment de recueillement. Ah, donc le Sénat qui observe un moment de recueillement. Mais du coup, c'est curieux. Moi, j'ai vraiment compris une sorte finalement un petit peu d'édito de Gérard Larcher pour poser ses conditions. Je sais pas si c'était bien le moment de faire ça. Pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit son rôle en tant que président du Sénat. Enfin bon, ça n'a pas l'air de gêner les sénateurs. Hein, donc, Mes chers collègues, en cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, nous sommes heureux de vous annoncer que le 25 novembre prochain, nous accueillerons dans nos tribunes une soixantaine de duos qui viendront découvrir le fonctionnement de notre institution, mais aussi les métiers qui lui sont attachés. Les fameuses journées du Days. Pleinement mobilisé pour l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, notamment au travers de ces journées d'échange qui constituent un moment privilégié pour changer de regard et ensemble dépasser tous les préjugés. Je remercie chaque sénatrice, chaque sénateur, chaque fonctionnaire et chaque contractuel et collaborateur pour sa participation à cette journée consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Est-ce que moi je peux le faire, accueillir une personne en situation de handicap pour lui montrer le travail de streamer? Question d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil, abonnez-vous. Chacun d'entre vous a observé un double respect, le respect bien sûr des uns et des autres, et celui du temps de parole, dont je rappelle que le seul qui en soit exonéré est le Premier ministre. Donc le respect des deux. Qui ne prendra pas la parole. Donc, aussi. Et je donne immédiatement la parole à notre collègue Guy Ménaroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Et donc ce sont les écologistes qui ouvrent le bal aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à vous remercier de l'hommage que vous avez rendu à Mehdi Kezassi. Non, je ne me tairai pas, a dit Amine Kezassi, mon ami. Son frère Mehdi Kezassi a été abattu par le crime organisé du narcotrafic. Son frère qui, d'après les mots mêmes d'Amine, n'était coupable que d'être mon frère. Meurtre d'intimidation, meurtre d'asservissement. Je veux apporter mon soutien à cet homme et à cette famille dévastée par le narcotrafic. Eux-mêmes n'ont eu de cesse de soutenir et d'accompagner les autres familles de victimes, ces enfants happés puis enchaînés par le narcotrafic. Cet engagement vers les autres, pour les autres, Mehdi l'avait aussi, puisqu'il voulait s'engager dans les forces de l'ordre. Et il y a aussi une pensée pour toutes ces mamans, ces grand-mères, ces sœurs de victimes. Au-delà de l'hommage,
Je souhaite porter témoignage d'Amine qui a pris la parole aujourd'hui dans une tribune. L'action judiciaire, policière, financière, diplomatique est nécessaire, mais ne suffit pas. Le volet prévention et social a été oublié par la loi narcotrafic. Dès 2024, nous portions le besoin de la prévention de l'engrenage de ceux tentés ou obligés de rejoindre cette économie mortifère. Amine le rappelle, l'État doit prendre la mesure de ce qui se passe et comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Il est temps d'agir, par exemple de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter les enquêteurs et les forces de police de moyens dont ils ont besoin, de soutenir réellement les familles de victimes du narcotrafic, y compris pour leur relogement. Je dirai les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées, a dit Amine. Il faut le dire, notre pays a laissé prospérer le narcotrafic parce qu'il se déroulait dans des quartiers populaires que personne ne veut regarder, parce qu'il semait le malheur chez ses citoyens que personne ne daignait écouter, parce qu'on a trop longtemps considéré qu'il y a des vies qui ne comptent pas. C'est cela qui doit changer aujourd'hui. Ce n'est pas une question, monsieur le ministre, c'est le relais d'un cri qui retentit. La demande d'une action politique, d'une action sanitaire, d'une action sociale, d'une action scolaire de prévention, d'une stratégie de fond quelque part pour ne pas laisser prospérer l'emprise du crime organisé. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Bon, respect du temps de parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, évidemment, à mon tour, je veux m'associer à l'hommage qui a été rendu en l'honneur de Mehdi Kessassi, qui a été assassiné, évidemment. Et nous avons une pensée pour lui, comme pour son frère Amine, qui dénonce les narcotrafics. Vous dire, Monsieur le sénateur, qu'évidemment, nous allons continuer le combat que nous menons depuis maintenant de nombreuses années. Je veux le redire ici, en 2015, la coordination renforcée, l'approche globale qui a été expérimentée à Marseille, qui a fait que les services se sont décloisonnés, ont mieux agi, les coûts qui ont été portés depuis 2017, le renfort d'effectifs, la réforme qui a été apportée à l'OFAST et les coûts très durs qui sont portés au narcotrafic et qui fait que nous obtenons malgré tout des résultats. Il faut le dire, nous obtenons des résultats. Les homicides ont été divisés par 2 entre 2024 et 2023, homicides liés au trafic, et c'est important de le rappeler. Les réseaux démantelés augmentent, encore la Castellane en avril 2025. Mais vous l'avez dit, monsieur le sénateur, évidemment, nous le partageons, le gouvernement le partage, le ministre de l'Intérieur que je suis le partage. Il faut faire encore plus, il faut faire encore mieux. Et c'est ce que nous faisons, évidemment, aussi dans le cadre de la loi qui vient d'être adoptée et qui donne des outils nouveaux, des outils extrêmement précieux aux forces répressives et notamment aux forces judiciaires. C'est évidemment ce que nous allons faire. Je veux penser évidemment aux quartiers de détention pour les criminels, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée en détention. Il y a 26 membres des mafias marseillaises qui y figurent. Et puis nous allons travailler avec le PNACO qui va être instauré au 1er janvier, avec l'état-major qu'a mis en place Bruno Retailleau, alors ministre d'État, qui est à la DNPJ et qui permet de faire en sorte que les services échangent des informations. Voilà, nous allons poursuivre cette lutte implacable contre les trafics. Et je retiens ce que disait monsieur le président du Sénat, ce qu'a dit monsieur le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Évidemment, nous allons poursuivre cette guerre sans relâche. Nous gagnons des batailles, mais la guerre est loin d'être gagnée. Et comptez sur la détermination du ministre de l'Intérieur que je suis pour poursuivre ce combat. Merci, monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Les Républicains maintenant. Donc Stéphane Sautarel. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question est à la fois grave et large, mais aussi sécuritaire, touchant à la manière dont l'État considère les territoires, renvoyant à quelque chose de plus profond que la seule gestion, car comme le disait Tocqueville, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Ah, ça commence les citations. De France, les collectivités locales, le pays et tous ceux qui sont attachés au service public local et à l'investissement d'avenir, à ce qui marche encore dans notre pays, ont lancé un avis de recherche. Recherche des libertés locales perdues. Elles se sentent prisonnières d'un agresseur, d'une verticalité normative, d'une infantilisation qui n'a cessé de se renforcer depuis 2017 et bien souvent de les mettre, ironie du sort, en accusation. Mais aussi recherche d'un forban qui a supprimé un impôt qui ne lui appartenait pas, la TH, et ment, certes de longue date, sur ses engagements à compenser ce qu'il a décidé de supprimer ou de transférer. La DGF qui est un dû et non un don, la DCRTP et maintenant les valeurs locatives industrielles, sans parler des charges transférées, en particulier au niveau du social.
Ce n'est pourtant pas en saignant les bien portants, qui le sont d'ailleurs chaque jour un peu moins, que l'on soigne le malade, qui lui en demande toujours plus tant son addiction est grande. Même si le malade, le coupable, joue parfois les euros grâce à une péréquation par ailleurs bienvenue, mais souvent financée par les autres, je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin mettre aux arrêts ce bandit de grand chemin et rendre à nos territoires leur dû, ou tout Oui, du il est moins républicain, ne pas leur ouais. en prendre davantage dans ce PLF. Merci. Le timer, vite, vite, vite. Pour vous répondre, la parole est à Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Je Territoire. rappelle que c'est moi qui et de la contrôle le timer. décentralisation. Madame la ministre. Merci, Monsieur Parole. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Sautarel, j'ai noté la gravité de votre propos qui recueille sans aucun doute beaucoup d'assentiments ici, et je vous le dis comme je le pense, et je sais que vous savez dire les choses, vous employez des mots forts, Bah alors, mais en même temps vous êtes ah c'est bon. un sénateur. Il y a eu un problème d'image du côté du Sénat. Et vous savez reconnaître les faits. Et je veux vous remercier pour le travail d'ailleurs que vous faites avec votre collègue Isabelle Briquet sur les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Sautarel, je rappelais d'où part l'histoire. Le fleuve part de sa source, et sa source, c'est une dette de 3 400 milliards d'euros, avec une dette qui, chaque heure de la journée, de chaque jour de l'année, s'aggrave de 12 millions d'euros. Et que nous sommes la maison France, qui comporte à la fois l'État et les collectivités, et que l'ambition de chacun de nous, c'est de redresser notre pays pour permettre, comme vous l'avez dit, comme vous le demandez, monsieur le sénateur Sautarel, que la France retrouve des couleurs et que nous soyons en capacité d'assurer jusqu'au dernier kilomètre les services que nous devons rendre. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il y a des évolutions budgétaires et vous allez vous en saisir. Mais je voudrais quand même rappeler des choses Ils vont pas que tarder, vous connaissez ouais, effectivement. parfaitement bien. Ce sera Vous dans le mettez doigt PLF. sur les irritants, et je comprends, vous avez raison, ça nous interpelle et on doit vous répondre. Mais je voudrais quand même rappeler que l'ensemble des transferts de l'État vers les collectivités, Bah alors, la l'ensemble régie des du Sénat, là transferts, c'est 154 millions d'euros par an. Donc on ne peut pas dire. Il y a des problèmes que de caméra l'État- au Sénat. Milliards. Je vois que vous suivez. Je vous remercie. C'était un test. Et je suis le sénateur non. sage et Non. Je reprends. 154. Voilà. Vous voyez, quand vous voulez. 154 Non, mais- milliards d'euros. Non, faut pas Et infantiliser que, le à Sénat. l'intérieur de ça, il y a l'enveloppe des dotations dont vous parlez. Nous Par avons contre, le maintenu temps, là les dotations globales de fonctionnement. Monsieur le Premier ministre a exprimé sa totale solidarité avec les départements pas plus tard que la semaine dernière. C'était pour voir si vous Nous suivez. allons On se passer croirait une sur sauvegarde mon de stream. 300 millions à 600 millions. Nous avons augmenté la dotation de Il solidarité faudra conclure, rurale. Madame Bah la oui. ministre. Et là, Là, je ne parle pas en milliards, mais en minutes. Ça joue, c'est beau. C'est beau. Monsieur le Président, je reconnais là la frugalité du Sénat, que nous continuerons à travailler ensemble, monsieur le sénateur. Je vous Le remercie. timer. Regarde le timer. 2 minutes 50. C'était un clin d'œil. Monsieur Sautarel. Merci, Madame la Ministre. Nous À un ne moment, sommes faut pas arrêter ignorer de- la situation de nos C'est finances le pire publiques. dépassement Pour de autant, temps de parole qu'on ait les eu. collectivités n'en sont pas responsables. Et j'ai pas fait de Les derniers prédiction. chiffres d'exécution 2025 montrent que leurs dépenses progressent moins que celles de l'État et de la sécurité sociale. Et à propos de fleuve, Madame la Ministre, il y a un proverbe africain qui dit que quand on est dans le fleuve, on ne voit plus le fleuve. Et justement, je crois que c'est ça aujourd'hui qui pénalise la vision de l'État par rapport aux collectivités territoriales. Donc faites confiance aux collectivités territoriales et ne les prélevez pas davantage, hormis les mesures de trésorerie et d'épargne forcée. Merci. Merci. Bah forcément, voilà, on est au parole est Sénat, à donc pas notre touche aux collègue. collectivités. Georges Patient pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous Les avez la macronistes. parole, mon cher collègue. En espérant que ça dépasse pas du temps de Madame la parole. ministre, mes chers collègues, Ah, c'est lui, la Georges Guyane Patient. française restera-t-elle éternellement sacrifiée? Ah, Je pose la question avec gravité, mais aussi avec indignation. Car la vérité, c'est que la Guyane est un tas d'or, de richesses minières, de ressources halieutiques, mais pas pour les Guyanais. Pire, nous laissons d'autres se servir et les piller. Je pense aux plus de 10 tonnes d'or volées chaque année par les garimpeiros brésiliens. Il en sera bientôt de même pour le pétrole.
La loi Hulot a placé ce territoire sous une cloche étanche qui interdit même de connaître son potentiel. Tous nos voisins explorent, produisent Oui, et effectivement, développent Cyberoctopie. grâce au pétrole. Le Brésil de Lula, en pleine COP30, Soit c'est ne pas a donner même les chiffres, ouvert soit au de contraire nouvelles zones de te donner trop de d'exploration chiffres le long pour de te notre noyer. frontière maritime. Pourquoi la Guyane devait-elle être la seule à être exemplaire sur tout le plateau des Guyanes? Qu'on ne nous dise pas que c'est par souci écologique, car même en 2050, si nous atteignons la neutralité carbone, la France continuera d'importer des hydrocarbures. En fait, nous sommes sommés d'être exemplaires pour être une vitrine écologique, une espèce de sanctuaire inerte, mais sans compensation. Alors oui, il faut le dire, cette cloche posée sur la Guyane est une servitude coloniale, l'expression d'un paternalisme qui n'a plus lieu d'être en 2025. La Guyane ne demande pas un passe-droit. Elle demande le droit à un développement endogène basé sur ses richesses, le droit d'avoir des routes pour les communes enclavées, le droit d'avoir de l'eau potable, le droit d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24, le droit d'avoir des logements. Toutes ces infrastructures que l'État peine à financer. Les Guyanais ne veulent plus que plus de 50% d'entre eux restent dans la pauvreté. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande solennellement, il est plus que temps d'enlever cette cloche sur la Guyane, plus que temps de lever ces mesures qui freinent et bloquent son développement, au premier rang desquelles la loi Hulot. Les Guyanais ne peuvent et ne veulent plus attendre. Pour vous répondre, Bravo King Loris. la parole est à la ministre déléguée. Je en dis plus charge de rien la moi mer pour et le de temps la de parole, pêche, j'en ai marre. Madame Chabot. À vous d'utiliser les modes de l'archer dans le chat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Georges Patient, d'abord, permettez-moi de vous dire ma fierté de m'exprimer pour la première fois devant la représentation nationale. C'est un nouveau comme Pokémon. ministre de la Mer et de la Pêche. Mais permettez-moi aussi Bonjour, madame. Madame la ministre Monique Barbu, actuellement retenue au Brésil. Dans le cadre de la COP30, Ah bah, c'est elle se pas loin. rendra dans la foulée en Guyane, où elle Tant qu'à aura faire. justement l'occasion d'échanger avec vous, monsieur le sénateur, au sujet du développement économique de la Guyane. La Guyane qui, comme tous nos outre-mer, participe à la dimension maritime de la France, je tiens à le rappeler. Je sais que vous échangerez également On rappelle sur la qu'Emmanuel Macron préservation considérait que la des Guyane ressources. était une Vous l'avez île. souligné, elles sont nombreuses en Guyane, l'or, le bois et les ressources halieutiques qui font la richesse de votre territoire. Notre volonté est que ces ressources soient exploitées avant tout au bénéfice des Guyanais. Le président de la République a organisé un dîner le 15 octobre Catherine Chabot. avec les élus d'outre-mer. Il y a été décidé La ministre. de lancer un groupe de travail en vue de déterminer un cadre institutionnel adapté à chaque territoire. Cela vaut particulièrement pour la Guyane. Dans le cadre de ces travaux, la question de la valorisation des ressources occupera une place centrale et la question de son autonomie J'aurais dit pillage, énergétique moi, pas également. valorisation. Et sur ce point-là, la Guyane est un territoire exemplaire de notre République et sa programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un mix énergétique 100% renouvelable en 2027. 2027, c'est demain. Alors, à l'heure Non. où la France est une grande Il partie y a encore quelques jours. des États dans le monde s'engagent dans une trajectoire d'électrification des usages, eh bien, la pertinence de lancer des projets d'exploitation d'hydrocarbures ne me semble pas, à titre personnel, et pour notre pôle, aller dans le sens de l'histoire. Et je profite de l'occasion que vous me donnez Elle pour vous répond dire pas. Hein. qu'à la COP30, les autres solutions venues de l'océan sont de plus en plus nombreuses à être évoquées, notamment la décarbonation du transport maritime, le développement des énergies de la mer, mais également les solutions basées sur la nature. Et en Guyane, vous avez des écosystèmes marins et Pour côtiers conclure, s'il vous plaît. qu'il faut régénérer. Je vous remercie. J'en ai marre, moi, sur le temps de parole. J'en ai marre. La parole est Ça aura duré 2 séances, hein, collègue le Marc respect du temps de Laménie parole. pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les indépendants. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Alors, ma question est Ça va, liée au hydrauliste problème ferroviaire. Est-ce une problématique d'aménagement du territoire qui concerne l'ensemble de nos territoires? Alors, souhaite alerter Monsieur le ministre des Transports concernant notamment le TGV Est, qui a été mis en place en juin 2007, ça fait un peu plus de 18 ans. Ah bah nous, on certes, attend toujours le TGV en Normandie. Certes, mais ce développement des
lignes grande vitesse comme les TER associés, je crois que c'est tout un ensemble, répond à un besoin d'aménagement du territoire. Il y avait eu aussi, pour le désenclavement du département que je représente avec ma collègue, les Ardennes, mais aussi la Marne, la Meuse, Bar-le-Duc, les Vosges, Épinal-Remiremont, Saint-Dié notamment, et d'autres secteurs. Et à ce titre, nous pouvons remercier l'ancien président de la Haute Assemblée, votre prédécesseur, Christian Poncelet, Monsieur le Président. Interconnexion entre les lignes, mobilité, répartition équilibrée au sein des territoires, et cela avec un cofinancement des collectivités territoriales. Toutefois, au fil des ans, un sentiment d'abandon se fait sentir. Les Ardennais sont c'est ce que j'étais en train de me dire. TGV journalier direct avec une desserte de Rethel, Charleville-Mézières et Sedan, à la fois sous-préfecture et préfecture. Or, nous constatons que depuis la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, que je n'ai pas voté en 2018, les correspondances entre TGV et TER sont devenues difficiles. Le développement du tout numérique, malheureusement, le personnel a quasiment disparu dans les gares, et notamment la gare de Rethel, Champagne-Ardenne TGV, je cite quelques exemples pour la présence physique au niveau des guichets. Dès lors, nous pouvons nous interroger quel accompagnement les interconnexions. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un personnel de SNCF Gare. Donc, quels moyens nous donnons-nous? Est-ce que les garanties de maintien des TGV directs seront maintenues? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Transports, M. Tabarot. Alors, est-ce qu'on va Merci, recruter Monsieur du le personnel? Président, Non, je ne crois Mesdames pas. et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marc Laménie. Le train est un formidable outil d'aménagement du territoire qui a vocation à le rester. C'est pour ça qu'on ne va pas le financer. Pas, vous qui êtes l'un des fins connaisseurs du ferroviaire en France. On peut l'applaudir. Concernant votre territoire et celui de la sénatrice Else Joseph, l'offre restera stable. La SNCF a confirmé le maintien de la desserte TGV desservant Rethel, Charleville-Mézières et Sedan. Ces deux TGV directs auxquels les Ardennais sont attachés, sont préservés. Vous le savez, j'ai placé la qualité de service et la sûreté dans les transports au cœur de mon action, notamment à travers la loi que j'ai initiée ici même comme sénateur et promulguée comme ministre. Il était sénateur, Tabarot, plusieurs solutions sont possibles en fonction des spécificités des territoires, office de tourisme, buralisme, commerce de proximité, mais ce sont bien, comme vous l'avez dit, les régions qui ont la main sur cette compétence. À ce titre, je sais que la région Grand Est travaille à des alternatives, notamment avec la poste de Rethel, à moins de 500 mètres de la gare. Au-delà de l'offre, il y a l'infrastructure. Et comme l'a dit le nouveau PDG de la SNCF, Jean Castex, et comme le disait très bien son prédécesseur également, le réseau est la mère des batailles. Dès ma prise de fonction, j'ai lancé une conférence de financement des infrastructures de transport. Vous me demandez quels moyens nous nous donnons. À la suite de cette conférence transpartisane, de grandes orientations ont été définies. C'est le sens de la loi 4 que nous préparons. Ah oui, il était membre du groupe Les Républicains. Qui vous sera présenté prochainement, comme l'a rappelé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale ici même. Dès la sortie de la conférence, a été acté le fléchage des péages ferroviaires vers le réseau, soit plus de 1,5 milliard d'euros d'ici 2028 pour résorber cette fameuse dette grise. Vous le voyez, je crois qu'il est plus maire du coup. Le gouvernement n'abandonne pas les territoires et encore moins nos concitoyens. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Yves Roux pour le Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates et les sénateurs proches de Glucksmann. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Alors, ils ne sont pas de place publique, mais ils sont proches il y a quelques jours, politiquement vous avez annoncé, proposé au Parlement un nouveau acte de décentralisation et de déconcentration visant à clarifier les compétences entre l'État et les collectivités, renforcer le rôle des préfets et simplifier l'action locale. Oui, pour l'instant, on n'en sait rien de tout cet ça. Objectif soulève aussi la question de l'exercice des compétences constitutionnelles et des priorités de l'État. Au Sénat, dès aujourd'hui, nous constatons une autre forme de décentralisation plus subie, la décentralisation budgétaire de fait, qui interroge la cohérence du contrat liant l'État républicain à la diversité de ses territoires. Plusieurs signaux d'alerte émergent. La situation critique des départements associée à un risque de recentralisation, la réduction de 30% un département sur deux n'arrive pas à clôturer ses comptes en 2025. Qui fragilise surtout les zones de montagne et rurales. La mise en œuvre jamais vu. combinée au gel de la TVA et à la hausse des cotisations salariales
qui fragilise les territoires industriels en pleine réindustrialisation. Le fonds d'investissement pour les territoires, qui ne garantit en rien la stabilité des priorités en matière de politique de la ville et de ruralité au sein des départements. De plus, notre contrat commun se juge aussi à sa capacité de résister aux crises. Or, la multiplication des risques climatiques et les mesures croissantes en matière de sécurité et cybersécurité ne manqueront pas de redessiner nos territoires et d'en fragiliser durablement quelques-uns. Mes chers collègues, clarifier les compétences, oui, mais clarifier avec qui? Pour tous les acteurs locaux ou seulement tous ceux qui ont les moyens de tenir? Monsieur le Premier ministre, et ma question n'en est rien provocatrice, dans un contexte de crise budgétaire majeure, comment comptez-vous préserver les principes et les actes d'un aménagement équilibré des territoires dans un partenariat fort, responsable et prospectif? Oui, parce que faire moins avec mieux, non, faire mieux avec moins, pardon, ça ne fonctionne pas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, merci de votre question qui ouvre en quelque sorte les interrogations sur l'avenir. Il y a aujourd'hui un moment qui est un moment irritant, douloureux, qui est le moment du budget où nous devons être dans ce que j'ai appelé tout à l'heure un budget de responsabilité et de frugalité. Et c'est le Sénat qui va bientôt entreprendre ses travaux. Et je vois bien au travers de vos questions les suggestions qui sont les vôtres ou les idées que vous avez. Ensuite, vous dites, mais comment peut-on réfléchir à faire autrement alors qu'aujourd'hui on est préoccupé par la fin du mois? C'est en gros ce que vous me dites. Je pense, vous le savez au Sénat, parce que le Sénat n'a cessé de commettre des rapports extrêmement intéressants, d'autres l'ont fait comme Éric Woerth ou Boris Ravignon, pour expliquer que sans doute peut-on retrouver la confiance avec nos concitoyens, mais aussi avec les élus locaux, en travaillant autrement dans la liberté et la responsabilité. Et avant de dire demain comment réformer la question des dotations et des ressources des collectivités qui méritent bien d'être mises à plat, peut-être pouvons-nous travailler à partir de tous les matériaux qui ont été fournis, le faire ensemble sur qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Il y a parfois beaucoup de monde à intervenir sur des compétences, ça génère de la lenteur, ça génère du surcoût. Donc je crois que nous pouvons ensemble entamer cette réflexion de décentralisation qui fait quoi. Et vous avez rappelé quelque chose qui est aussi important, c'est la déconcentration, donner au préfet de département un rôle de chef d'orchestre. On ne peut plus avoir dans notre pays 5 services de l'État et 3 agences qui émettent des avis différents et les maires qui se retrouvent au milieu de cette nasse. Et ceci a été fait, il y a un décret qui a été pris, il nous faut maintenant entreprendre autrement et les uns et les autres être plus légers sur la norme. Les uns et les autres, car je pense que nous sommes parfois collectivement responsables de la difficulté des choses. Ah ben voilà, c'est jamais leur faute en entier, c'est leur faute, mais aussi celle des autres. La parole est à Madame la questeure Marie-Arlette Carlotti pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Ah, l'une des questeurs du Sénat, du groupe socialiste. Merci Président. Un jeune homme de 20 ans abattu de plusieurs balles par un commando au cœur de Marseille. Inconnu des services de police, il rêvait de devenir policier, mais il était le frère d'Amine Kessassi, fondateur de l'association Conscience et militant anti-trafic. Le procureur n'exclut pas l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement, un crime par substitution. Si ce n'est pas toi, ça sera donc ton frère. Pour atteindre Amine, on tue son frère Mehdi. Tous s'accordent à dire qu'un cap a été franchi, mais en réalité, ça fait très longtemps que le cap a été franchi. Des quartiers entiers placés sous la coupe réglée des narcotrafiquants, des habitants pris en otage, la peur d'une balle perdue et une jeunesse sans perspective, désœuvrée, sans avenir. Et cela ne concerne pas que les quartiers populaires. Le narcotrafic empoisonne toutes les communes de France. 8 sur 10 sont touchés par la drogue. Et tous les maires ici présents pour le congrès des maires pourraient témoigner ce qui se passe sur leur propre territoire. Tous ont besoin d'être épaulés par l'État pour ne pas se retrouver seuls face à la pègre qui les menace. Certes, après chaque drame, l'État réagit, puis on passe à autre chose. Que sont devenues vos opérations XXL Place Nette? Parce que vous le savez, vous n'avez pas fait Place Nette. Le pire, c'est que les habitants le savaient. Je sais que ce combat est un combat de longue haleine. Ils se mettaient juste à côté le temps d'eux. Ici, unanimement, va apporter ses fruits. Mais la loi sur le narcotrafic de juin 2025, elle est bancale. Il lui manque une suite.
la partie prévention, l'aide aux familles des victimes, la prise en charge des mineurs non accompagnés, comme le montre l'agression de cet enfant de 12 ans à Grenoble. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale a fait une série de propositions. Pouvez-vous nous dire donc dans quelle mesure, concrètement, en urgence et dans la durée, le gouvernement peut prendre pour compléter cette loi narcotrafic par un véritable dispositif d'accompagnement de protection des victimes? Quelles garanties pouvez-vous apporter aux victimes, aux familles et aux élus aujourd'hui exposés à des actes de violence ou d'intimidation? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Au-delà de la communication, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, au-delà du drame que nous avons vécu, qui est un point de rupture, parce que vous l'avez dit, c'est un meurtre d'intimidation. Je reste prudent, une enquête est en cours, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on réagit que dans l'urgence sur les sujets du trafic de stupéfiants. On ne réagit pas que dans l'urgence. Et vous le savez, c'est à Marseille, en 2015, sous le quinquennat de François Hollande, qu'a été lancé le décloisonnement entre services. Vous vous souvenez du film Bac Nord? C'était 2011, 2012, les services se marchaient sur les pieds, il n'y avait pas de coordination, ça a été implanté à cette époque. Et puis on a eu de cesse, chaque gouvernement a apporté sa pierre à l'édifice. Et les opérations Place Nette dont vous parlez, oui, je vous reprends d'ailleurs, souvenez-vous à l'époque, on démantelait un réseau en profondeur, c'était le b.a.-ba, et ensuite on occupait l'espace, présence de voies publiques pour éviter que le réseau se réimplante. Et systématiquement, c'est ce qui a été fait chaque année, méthodiquement, ville par ville, secteur par secteur, et en particulier à Marseille. Et ça a bien marché. Et cette politique, elle continue. Et la loi narcotrafic n'est sans doute pas parfaite, mais elle apporte des outils indispensables aux forces de sécurité, en judiciaire évidemment, avec des techniques de renseignement, des moyens d'investigation, la possibilité de geler des avoirs, c'est extrêmement précieux pour les forces de l'ordre. On aurait même aimé d'ailleurs qu'on puisse, et je le redis, accéder aux communications cryptées. Sans doute cela aurait été très utile et j'espère qu'un jour le débat se reposera. En tout cas, on en parlera avec le Premier ministre, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on va évidemment... J'en connais un dans le chat qui va exploser. Un état-major qui a été créé, je le disais tout à l'heure, au plan national. Tous les services échangent de l'information. Nous n'avons de cesse de mener des batailles, de mener des guerres. Alors, j'ai bien entendu votre message, il n'y a pas que le répressif, mais je tenais quand même à le rappeler, c'est mon rôle comme ministre de l'Intérieur. Mais toute cette politique, elle s'est toujours accompagnée d'une politique sociale, une politique de prévention de la délinquance notamment, et j'ai trouvé dans mes cartons, en arrivant au ministère de l'Intérieur, la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, qui va bientôt voir le jour et qui comporte des mesures qui, il me semble, répondent à vos préoccupations que je partage et que le gouvernement partage totalement. Merci. La parole est à notre collègue Céline Brulin pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Les communistes et les ultramarins. Madame la ministre, allez-vous renoncer à l'effort de près de 8 milliards d'euros que vous demandez aux collectivités? Je pense notamment à la pérennisation et à l'extension du DILICO, ce dispositif insensé qui permet à l'État de ponctionner les collectivités sans tenir compte des réalisations ou des services qu'elles doivent développer et sans même en garantir le remboursement. Je pense aussi aux dotations à l'investissement, DETR, DSIL, fonds verts, variables d'ajustement budgétaire, alors que les investissements des collectivités sont déterminantes pour le tissu économique et pour la transition énergétique. Ces choix menacent les services publics de proximité, l'existence même de nombreuses associations, les petites et moyennes entreprises et la vie quotidienne des habitants. Vous ne tarissez pas d'éloges sur les élus locaux, mais entendez-vous leur en donner des preuves réelles en allant chercher d'autres ressources que celles qui sont indispensables à nos territoires? Ça sent la réplique qui va faire mal. La parole est à Madame la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin, je vous connais bien, puisque nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, et certainement qu'ici, il n'y a pas un sénateur qui ne partage pas le même intérêt que celui que vous défendez pour les collectivités. Et permettez-moi d'affirmer aussi l'attention que je porte et celle que le gouvernement porte aux collectivités. D'ailleurs, je vois dans les tribunes beaucoup d'élus locaux. C'est la semaine du Congrès des maires. Je suis très heureuse de les saluer. Concernant les finances locales, alors je l'ai dit, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais les faits sont tenaces. Je rappelle le montant des transferts de l'État vers les collectivités au budget de 2026.
154 milliards. Je rappelle que les dotations globales de fonctionnement ont été maintenues. Je rappelle que nous allons augmenter le fonds de sauvegarde des départements de 300 à 600 millions, que nous avons également augmenté la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine en tout de 290 millions. Mais quand on a 3 400 milliards de dettes, il faut être en responsabilité, en équilibre. Et donc, Madame la sénatrice, vous qui connaissez parfaitement la vie des collectivités, vous savez qu'en mars 2026, il y a des élections municipales. Et que je vois que tout le monde le sait, et chacun sait ici aussi, que quand il y a renouvellement municipal, les investissements sont moins importants. Et que donc cette année, nous avons fait le choix de préserver le fonctionnement et de diminuer quelque peu l'investissement. Et puis le DILICO, je ne peux pas c'est la bonne astuce pour le réduire de manière revenir permanente. à ce mot qui devient vraiment quelque chose de très connu. Alors, je disais que le DILICO, et je l'ai dit ici au Sénat, je voudrais rendre à César ce qui est à César. Et dans l'affaire, il y a 2 Césars. Puisque le DILICO, c'est une réponse qui a été apportée, construite à la fois par le gouvernement et le Sénat. Conclure. Et donc, le DILICO 1 vous a été rendu à hauteur de 30%, comme on l'a fait. Je sais que le DILICO 2 fait l'objet de nombreuses discussions. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous y reviendrons. Très bien. Madame Brulin. Madame Ça la va faire ministre, mal. je ne sais pas comment vous trouvez ce chiffre de 150 milliards, parce qu'en 2024, les transferts de l'État vers les collectivités, c'était 105 milliards, et que depuis, ils n'ont cessé de diminuer. Après cette 50 milliards qui ont disparu. addition, je voudrais rappeler que 105 milliards, c'est précisément la moitié de ce que l'État verse en fonds publics aux entreprises, comme l'a révélé la commission d'enquête initiée par notre groupe. Aucun contrôle n'est effectué sur l'utilisation de ces fonds. En revanche, nos communes doivent répondre à des appels à projets, se conformer à des programmes nationaux et justifier de l'utilisation du moindre euro. De même, pas une exonération de cotisation n'est remise en cause pour les employeurs privés, malgré des effets tout à fait discutables sur l'emploi et mortifères pour les budgets de la sécurité sociale et de l'État. Mais les collectivités, elles, comme les hôpitaux ou les SDIS, du reste, subissent une augmentation de 3 points par an du taux de cotisation à la CNRACL, et ça jusqu'en 2028. Alors non, votre budget n'est ni responsable ni frugal, ce sont des choix politiques que nous contestons. Et bim, bon la parole ça fait est à mal. notre collègue Daniel Fargeot pour le groupe de l'Union centriste. L'Union centriste, les sénateurs de François Bayrou. Monsieur le ministre, moins 10 milliards d'euros sur la première recette de l'État, la TVA. Une nouvelle fois, on nous explique que les prévisions déraillent et que les ordinateurs de Bercy s'affolent, comme si personne à bord n'avait vu le changement de cap. Une nouvelle fois, tout le monde fait semblant de tomber de sa chaise, comme si la dérive n'était pas annoncée depuis longtemps. Moins 10 milliards, dont 5 milliards pour l'État, ce n'est pas l'épaisseur du trait. D'autant que la TVA se comporte comme si la France était en récession, alors que la consommation progresse. C'est bien la boussole fiscale qui s'affole, pas l'économie réelle. Et votre réponse à cela, une mission flash, menée par ceux qui ont justement la tête dans le guidon. Et quelques explications périphériques, petits colis sous déclaration, fraude, facturation électronique à venir, de la poudre aux yeux. Mais aucune de ces causes ne justifie une recette structurelle de plusieurs milliards. Pourquoi nous détourner du vrai sujet ? Le problème est clairement à l'intérieur de l'État. Après la taxe d'aménagement non appelée, après les prévisionnistes qui ne savent plus prévoir, Bercy donne l'impression d'un scénario digne du Titanic. On a déjà heurté l'iceberg, la coque commence à se fissurer et l'orchestre continue de jouer pendant que personne n'ose toucher au gouvernail. Et autour, c'est l'équipage collectivité, David Damiel qui est en pleine contribuable panique là. qu'on invite à écoper. Des efforts, encore des efforts. Alors je me pose cette question simple. Comment l'État peut-il être aussi exigeant avec tout le monde, sauf avec lui-même ? Qui porte la responsabilité ? Monsieur le ministre, 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là, ce n'est pas un bug, c'est une alerte avant impact. Alors ma question est donc la suivante. À quand un réel chantier structurel à Bercy ? À quand une réforme de l'État à la hauteur des enjeux, sans laquelle le pays, qui prend l'eau de toutes parts, ne pourra ni éviter la collision, ni redresser la barre ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la réforme de l'État de la fonction publique, M. David Amiel.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fargeot. Je voudrais quand même commencer par rappeler qu'en ce qui concerne l'exécution budgétaire 2025, les objectifs sont tenus. Les objectifs qui avaient été fixés par le Parlement dans le cadre de la commission mixte paritaire sont tenus, puisque la cible de déficit de 5,4% que nous avions décidé en CMP est en passe d'être tenue. Et la raison pour laquelle elle est tenue... Normal, il y a eu plus de recettes fiscales que ce que vous aviez prévu. Et parce qu'en matière de prévision de recettes, l'écart n'est pas celui que vous dites, il est d'environ 0,7 milliards d'euros. Et tout cela nous permet de tenir exactement... Non, moi j'ai vu 5 milliards d'euros de recettes qui avait été prévu supplémentaires. dans la loi de finances initiale et qui avait été souhaité par le Parlement. C'est extrêmement important en termes évidemment de responsabilité démocratique et en termes de responsabilité budgétaire. Puis la transparence est totale. Et évidemment, il y a certaines recettes qui ont été supérieures à ce qui avait été estimé et d'autres, vous citez la TVA, qui ont été inférieures à ce qui a été estimé. Pour prendre en compte ce qui s'était passé les dernières années, un comité d'alerte, de suivi a été mis en place entre le gouvernement et les parlementaires. Au mois de juillet dernier, cette question de la TVA a été abordée parce qu'il y avait eu des premières alertes sur le fait qu'effectivement, en matière de TVA, les recettes pouvaient être inférieures à ce qui avait été estimé. Dans le cadre du projet de loi de finances, ça a été pris en compte et dans le cadre du projet de loi de fin de gestion, ce sera évidemment acté. Cette raison, les motifs qui président à cette baisse de la TVA, vous en avez évoqué certaines, je ne les écarterai pas d'un revers de la main. La question des petits colis, elle est réelle et c'est une évolution majeure de la consommation des ménages qui peut expliquer non seulement les difficultés de prévision, mais aussi les corrections que l'on doit apporter dans le cadre du projet de loi de finances, et c'est la mesure de fiscalité sur les petits colis qui vous est proposée. Il y a évidemment la question de la fraude, on a le débat en cours en ce moment au Parlement, on l'a eu ensemble la semaine dernière dans votre Assemblée, mais je le redis, les objectifs sont tenus et la transparence est totale. Fargeot, vous avez quelques secondes. Ah oui, quelques secondes. Hein. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Mais enfin, clairement, tant que vous n'irez pas en cale pour regarder ce qu'il se passe, tant que ce chantier ne sera pas ouvert, nous n'arriverons pas à bon port. Merci. Mais veut-on arriver à bon port? Je La pose parole la est question. à Madame la Présidente Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Estrosi Sassone pour les Merci, Républicains. Monsieur le Président. En écoutant la semaine dernière le président de la République présenter Je crois qu'elle est présidente de sa commission. stratégie spatiale pour 2040, j'ai cru entendre Alain Delon et surtout Dalida. Quoi? Parole, encore des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Car les caramels bonbons et chocolats offerts à la filière spatiale française ne font pas illusion face à la réalité financière du tour de table qui doit être organisé la semaine prochaine au cours de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne et qui prévoit un budget en forte augmentation. La France, leader historique en Europe depuis le général de Gaulle, s'apprête à être déclassée par l'Allemagne ou surclassée par l'Allemagne et l'Italie qui investiront chacune 5 milliards et 4 milliards. Aux dernières nouvelles, il semblerait que la France ne puisse pas suivre ces pays qui sont financés et qui sont mieux gérés. Elle n'investirait ou elle n'interviendrait qu'à hauteur d'un peu plus de 3 milliards. Or, vous le savez, si la France investit moins de 4,5 milliards, l'industrie spatiale française pourrait durablement souffrir de moindres retours géographiques au détriment de ses industriels et de ses territoires. Allez, encore une filière en difficulté. De la recherche et de l'enseignement. Merci le macronisme. Quel sera le montant exact de la contribution française au budget de l'ESA? Est-ce que la France restera leader mondial ou est-ce qu'elle sera reléguée en deuxième division? Très intéressant comme question. On parle très rarement du spatial. L'enseignement supérieur de la recherche et de l'espace, Monsieur Baptiste. De l'espace, vraiment? Ah oui. Messieurs les sénateurs, Madame la... Oui, il est vraiment ministre de l'espace. Le spatial est effectivement un élément essentiel de notre autonomie stratégique, un pilier de notre défense. C'est essentiel aussi pour la science, pour l'observation de la Terre, pour la compréhension des évolutions du climat. Et dans ce contexte, la stratégie de spatiale nationale dévoilée la semaine dernière par le Président de la République, elle réaffirme l'ambition française de rester dans la course et de rester dans la course des puissances spatiales qui comptent aujourd'hui dans le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ministre de l'espace. Capacités concrètes, une capacité d'accès à l'espace au travers d'Ariane 6,
d'un CNES, qui est une agence duale, qui travaille à la fois pour le civil et pour les armées. Nous disposons de satellitiers, nous disposons d'équipementiers, et nous disposons aussi de start-up qui se sont constitués ces dernières années et qui sont des éléments vivants de notre autonomie stratégique spatiale. Aujourd'hui, évidemment, l'Europe doit se penser comme une puissance spatiale. Le modèle européen doit être ambitieux. On est dans l'espace, Bazar. Il faut affirmer une préférence européenne pour construire notre industrie et pour construire on a parlé nos industriels sans-abri mineurs. Concernant la conférence ministérielle de l'ESA, c'est un petit peu tôt. Et là, on s'envole. À votre question, je m'envole. Les discussions ont lieu aujourd'hui et les chiffres que vous avez mentionnés, en particulier sur le niveau d'investissement de nos partenaires allemands et italiens, ne sont absolument pas stabilisés aujourd'hui et personne n'a encore annoncé ces chiffres de contribution. Je suis personnellement et quotidiennement investi dans les discussions autour de cette question. Pour ne pas répondre qu'on va donner moins. La politique spatiale française ne se réduit pas à l'ESA. J'ai mentionné l'Union européenne en particulier qui investit des dizaines de milliards d'euros sur la période 2028-2034 ou qui va le faire. Nos ambitions sont aussi portées par notre politique nationale, aussi bien en matière de défense qu'à travers les coopérations bilatérales que nous menons directement avec de grandes puissances spatiales, que ce soit l'Inde, que ce soit le Japon, que ce soit les Émirats, par exemple. Et donc, je vous ramène au discours du président de la République qui non seulement a annoncé une ambition, mais a aussi annoncé un chiffre qui est de 16 milliards d'euros d'ici 2030 pour le spatial civil, en plus des dépenses militaires. Je vous remercie. Madame la Présidente, Estrosi Sassone. Il n'y avait pas de son. L'arbitrage ne soit toujours pas rendu. Vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a urgence, et urgence pour toute l'industrie spatiale et française. Donc il est important que l'on connaisse véritablement ce que pourra investir la France, mais d'ores et déjà, on sait que ça sera moins que l'Allemagne ou que l'Italie, et donc c'est dommage, parce qu'on ne prépare pas l'avenir, et on ne fait pas en sorte que la France soit maître de son destin. Merci. La parole est à notre collègue Paulette Matré pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le retour des socialistes. Bon, sinon, encore un secteur qu'on abandonne. Et nous lui souhaitons une bonne question. Oui, on ne lui fera pas de cadeau pour autant. Monsieur le Président. Madame la Ministre, en Bourgogne-Franche-Comté, l'INSEE a publié des chiffres alarmants. Une mortalité supérieure de 2,8% à la moyenne nationale. Plus de 31 000 décès chaque année, dont plus de 9 000 avant 75 ans. En Saône-et-Loire, la pénurie médicale s'aggrave. En 10 ans, la densité des généralistes est passée de 8 à 6 pour 10 000 habitants. Oh la vache. Et des spécialités disparaissent. Comme plus d'un habitant sur 2, je n'ai moi-même pas de médecin traitant. Qui a un médecin traitant là, ici, dans le chat? Dépasse nos limites Moi régionales. Pas. Des Pyrénées à l'Alsace, les territoires ruraux voient les urgences fermées, les délais s'allonger, les jeunes médecins fuir et les élus épuiser leurs dernières solutions sans combler la perte de soutien de l'État. Comme ancienne maire rurale pendant plus de 20 ans, je vais faire un sondage. J'ai vécu chaque leur cœur, jour c'est leur queue, c'est le moment de vous réveiller. La solitude et l'épuisement de nos petites communes devant les déserts médicaux. Même si les lois pour lutter contre les déserts médicaux et garantir la territorialisation des formations étaient appliquées dans leur version la plus ambitieuse, il faudra attendre 2030 pour des résultats. 5 années de plus à avoir des inégalités s'aggraver et nos campagnes s'asphyxier. Pendant ce temps, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prive notre modèle social de moyens. Réduction de la fraction de TVA ou gel des ressources, qu'importe. Cette politique ressemble plus à une corde autour du cou de nos campagnes qu'à une bouée de sauvetage. Madame la Ministre, comment justifier l'absence d'un plan de mais non, il y a toute la Normandie qui va voter ça. Pour l'accès aux soins en ruralité? Très simplement, faut conclure, garantir que la République n'abandonnera pas ses territoires les plus fragiles d'ici 2030. La France rurale n'a plus 5 ans à attendre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Matré, merci pour votre question.
Vous allez et nous allons ensemble travailler le budget de la sécurité sociale dans les heures qui arrivent et nous allons proposer. On va suivre ça un petit peu. L'article 21 bis. Venez YouTube, venez suivre ça sur Twitch. Difficulté d'accès aux soins. Je voudrais dire aussi, et vous avez rappelé les chiffres, mais que derrière ces chiffres, c'est des détresses, des angoisses, et ça met en cause notre cohésion sociale aussi. C'est pourquoi l'article 21. Il n'y aura pas de rediffusion. Ce PLFSS que nous allons aborder, il y a une mesure présentée par le Premier ministre qui s'appelle la labellisation des maisons France Santé, qui correspond à la labellisation de 5000 maisons France Santé d'ici 2027. C'est quoi la labellisation des maisons France Santé? C'est 3 choses. 1, c'est rendre visibles les organisations qui ont été mises en place par les professionnels, très souvent accompagnés des collectivités sur vos territoires pour que nos concitoyens sachent où trouver une réponse à leurs demandes en soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour ces maisons France Santé, c'est d'accompagner ces structures qui existent, qui peuvent être des centres de santé, des maisons de santé, des maisons pluriprofessionnelles, 3 personnes ont un médecin traitant et 2 n'en ont pas. Toutes ces mesures organisées, intéressant. on veut les consolider. Il y a 150 millions pour 2026 dans ce PLFSS. La troisième raison, et ça va répondre en partie à vos questions dans les coins les plus reculés, les plus en difficulté, il reste par exemple souvent une pharmacie. Et bien cette pharmacie, nous allons la soutenir avec des moyens financiers, en moyenne 50 000 € par an, pérennes, qui permettront de rajouter une cabine de téléconsultation, une infirmière, une secrétaire. J'ai testé il n'y a pas longtemps la téléconsultation. Un début de noyau de coopération de professionnels qui permettra d'améliorer cet accès aux soins. Mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, c'est un véritable choc d'offres de soins qu'on vous propose avec la labellisation des maisons France Santé dans ce PLFSS. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains. Les Républicains de retour. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Merci Nurès pour le de Calvados la semaine Bienvenue dernière, sur je ce reviens stream. sur un épisode malheureux. Bah oui, Calvados. La fermeture des urgences du CHU de Caen en début novembre. Quoi? Cette fermeture a augmenté l'inquiétude des Bas-Normands sur l'offre de soins dans nos territoires. Bah j'étais même pas au Mais courant. hélas, ce n'est pas un accident isolé. Il révèle un système à bout de souffle, incapable de garantir un fonctionnement continu des urgences dans nos territoires. Nous avons aujourd'hui des services entiers reposant sur des internes, faute de médecins titulaires. Nous avons des hôpitaux qui ne parviennent plus à recruter, qui ne tiennent que grâce à l'intérim médical ou qui fonctionnent en flux tendu mois après mois. C'est vraiment la merde au CHU. À Maillon cède, oh, la vache. ce sont des patients qui se retrouvent sans solution, parfois à des dizaines de kilomètres. Je suis juste à côté de la tour du CHU. Sans médecins référents aux urgences, sans équipe. Je me dis qu'un jour je vais me la prendre dans la tronche. Sans attractivité retrouvée, nous continuerons à colmater des failles, tant bien que mal, pour soigner. Alors j'aurais 2 questions à vous poser. Quelles mesures structurelles comptez-vous mettre en place pour garantir la présence des médecins dans des services d'urgence et éviter de nouvelles fermetures comme celle de Caen? Et enfin, où en est le décret de la loi Valtou de 2023? Je vous remercie. Pour je vous savais pas que répondre, les la parole urgences de est à Caen la avaient ministre fermé, quoi. de la Santé. Oh, la vache. Merci. Faut pas avoir d'urgence, justement. Le Président, Madame la sénatrice Gosselin, merci pour votre question. Nous avons 612 services d'urgence dans notre pays. Effectivement, il y a des services d'urgence en difficulté. Vous connaissez comme moi la démographie médicale qui est souvent la première source des difficultés de nos services hospitaliers. Nous apportons plusieurs réponses, en particulier pour l'hôpital de Caen, mais j'ai eu déjà l'occasion d'y revenir. Il s'agit d'un encadrement d'interne qui a fait défaut et pendant 6 mois, il n'y a donc pas l'agrément pour ce service pour les internes et nous avons renforcé avec les professionnels qui ont bien voulu s'organiser pour laisser ces urgences ouvertes. Nous prévoyons donc aussi... c'est ouvert ou c'est fermé? Je comprends rien. Lancer ce matin des réunions avec l'ensemble des acteurs pour nous préparer aux épidémies hivernales. Je rappelle qu'il est toujours temps de se vacciner, d'ailleurs contre la grippe, quand on a plus de 65 ans et des pathologies fragiles, ce qui permettra d'améliorer aussi l'état de nos urgences dans les semaines qui viennent.
Enfin, dans ce budget de la sécurité sociale, nous avons des financements. Le financement des établissements de santé, c'est 112 milliards d'euros par an. C'est plus 5 milliards pour cette année. Le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière et j'ai pu porter un amendement gouvernemental au PLFSS d'1 milliard supplémentaire, dont 850 millions d'euros pour les établissements de santé, ce qui va nous permettre de travailler sur les tarifs hospitaliers. Et c'est la première année où les établissements de santé auront les tarifs hospitaliers dès janvier, ce qui leur donne de la visibilité, et c'est très important. Et d'autre part, dès la fin de l'année, je pourrais annoncer les investissements pour les 10 prochaines années. Là aussi, c'est important parce que nous avons besoin d'équipes qui se projettent sur les années qui viennent. C'est attendu de nos hôpitaux, nous allons le faire cette année. Merci. Madame Gosselin. Merci Madame la Ministre pour ces informations. Alors j'entends bien qu'il y a 612 services d'urgence, que vous allez augmenter le tarif hospitalier, mais ça nous, me ce qu'il parle, faudrait, ouais. et vous l'avez dit, il y a besoin de lisibilité, il y a besoin d'équipes organisées. On le verra peut-être tout à l'heure, et justement. des équipes qui peuvent se remplacer. Et je crois que tout ça, c'est vraiment un problème structurel qui fait défaut pour le moment dans les hôpitaux. Et nous comptons sur vous et nous comptons sur l'ensemble des médecins pour pouvoir assurer ces urgences, quel que soit l'hôpital et quels que soient les besoins. Merci à vous. Merci. La parole est à notre collègue Annick Jacquemet pour le groupe de l'Union centriste. Le retour de François Bayrou. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique. Ah, salut les jeunes. Le 15 octobre dernier, la Commission des affaires économiques a adopté les conclusions de la mission d'information sur l'avenir de la filière automobile française. Ce secteur, colonne vertébrale de notre tissu industriel, se trouve aujourd'hui en situation de péril mortel. Avec mes collègues Alain Cadec et Rémi Cardon, co-rapporteurs, nous avons formulé 18 recommandations que nous souhaiterions vous présenter dans les prochaines semaines. Je sors tout juste du centre d'examen. La Commission européenne après 6 heures de cours de fera théorie le 10 et décembre GRUSSI. prochain des annonces Xarirois, très Xarirois, à Xarirois. ce sujet. Il est essentiel que On fera la péter le France champagne après. participe à Reste ces bien sur le discussions chat, Max. avec une vision Bravo à toi. claire, une parole forte et la volonté d'assurer la pérennité de son secteur Vous automobile. pouvez faire péter les émotes dans le chat. Votre gouvernement a indiqué qu'il défendrait des flexibilités en matière de neutralité technologique, Ah oui, oui, à condition champagne. qu'elles s'accompagnent de mesures fortes de préférence européenne. Ces positions rejoignent nos propositions. Toutefois, contrairement à nos voisins allemands, notre pays ne demande pas à ce stade d'assouplir l'échéance de 2035 pour la fin de vente de véhicules thermiques neufs. Or, nos travaux montrent que c'est indispensable si nous voulons permettre à notre industrie de rattraper son retard dans l'électrification des véhicules et lui permettre de développer d'autres technologies de décarbonation. C'est une nécessité vitale pour l'avenir de toute la filière. Monsieur le ministre, nous devons certes être ambitieux en matière de décarbonation, mais ne nous tirons pas une balle dans le pied. Au regard des réalités industrielles, que compte faire le gouvernement pour sauver cette filière d'excellence? Je vous remercie. Les doigts pour toi. Ah, le timer. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, Madame Le Henaf. La ministria. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jacquemet, je vous remercie pour votre question et je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Sébastien Martin, mais Oui, par contre, c'était il se le tient à code. votre disposition pour recevoir vos recommandations. Je veux saluer le travail que vous menez, vous l'avez indiqué, avec votre collègue Rémi Cardon et ainsi qu'Alain Cadec sur ce sujet. Et en fait, vous avez raison, nous sommes à un moment charnière et délicat pour la filière automobile, il faut être lucide. Le marché se contracte, les tensions géopolitiques perturbent les chaînes d'approvisionnement, la concurrence déloyale menace toute la chaîne de valeur. Pour autant, nous avons des atouts formidables. Notamment, tous les constructeurs ont une offre électrique. 4 usines de batteries en France ont monté en compétences et un record historique au mois d'octobre, 24% des ventes sont des ventes de véhicules électriques. Vous nous interrogez sur ce que nous comptons faire. Nous entendons les doutes que vous exprimez à travers votre question. Et le 10 décembre, qu'est-ce qui va se passer exactement? La Commission européenne elle doit notamment présenter un certain nombre de points, des souplesses sur les objectifs CO2 pour les constructeurs, les conditions de la préférence européenne dans l'automobile, des incitations pour l'achat de véhicules électriques européens par les entreprises.
Je souhaite que vous n'ayez aucun doute sur le fait que la France a de fortes attentes. Notre position, elle est la suivante. Des souplesses, oui, mais uniquement pour préserver nos emplois, nos entreprises, et elles doivent s'accompagner de garanties pour stopper les délocalisations. Nous demandons que fabriquer en Europe soit récompensé par des aides à l'achat, par des fiscalités adaptées et par des avantages dans l'atteinte des objectifs fixés aux constructeurs. En France, nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures et d'aides. 4 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique, 5 000 € si la batterie est européenne et 7 000 € dans le cadre du leasing social. Notre mobilisation, Madame la sénatrice, elle est totale, soyez-en certaine, pour défendre une industrie automobile indépendante, forte et créatrice d'emplois de qualité partout en France. Je vous remercie. Ça, c'est des éléments de langage. Merci. La parole est à notre collègue Christine Bonfanti-Dossat pour le groupe Les Républicains. Ils n'étaient pas partis loin, les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé, permettez-moi d'associer mon collègue Michel Masset à cette question. Fondé dans notre département du Lot-et-Garonne depuis 1935, le laboratoire UPSA incarne depuis près d'un siècle le savoir-faire pharmaceutique français. Fleuron de notre industrie, il exporte ses médicaments dans plus de 70 pays à travers le monde. On va perdre l'UPSA maintenant ? À l'international, ces sites de production demeurent profondément enracinés en Lot-et-Garonne, preuve finalement que l'excellence française, lorsqu'elle est reconnue, est fidèle à nos territoires. Je rappelle que ce laboratoire vient d'obtenir la certification Origine France garantie. Alors cette fidélité mérite bien sûr d'être saluée et elle mérite surtout d'être soutenue. Car au-delà de l'UPSA, c'est l'ensemble de nos laboratoires producteurs du médicament qui se heurtent aujourd'hui à la même réalité. Produire en France, Madame la Ministre, devient de plus en plus difficile. Pourtant, les engagements dans le PLFSS de 2022, qui ont été d'ailleurs réaffirmés depuis, prévoyaient de favoriser la production nationale afin de garantir notre sécurité d'approvisionnement. Ce serait bien, Cela devait passer par des règles bien définies, de fixation des prix plus justes, bien sûr, reconnaissant qu'un médicament fabriqué en France dans un laboratoire français contribuait directement à notre souveraineté sanitaire. Or, aujourd'hui, les décrets d'application ne sont pas toujours pris, freinés par un arbitrage interministériel, celui de votre ministère, Madame la Ministre, et celui du ministère de l'Économie. Donc ma question est simple, Madame la Ministre. Quand le gouvernement prendra-t-il enfin ces décrets d'application promis depuis 2022 qui sont indispensables à la pérennité de notre production pharmaceutique française et à la continuité des soins ? 2022, il commence à tarder. La ministre de la Santé, Madame Rist. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bonfanti-Dossat. Merci pour votre question qui évoque la souveraineté de notre pays à fabriquer des médicaments et dont des médicaments essentiels. Vous savez que le président de la République avait lancé un plan de relocalisation en 2023 et à ce jour, nous avons une quarantaine de médicaments fabriqués dans notre pays. Il faut évidemment poursuivre et consolider cette fabrication. Vous parlez tout particulièrement de la production près de chez vous de UPSA. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice à Choose France, organisée par le président de la République en début de semaine, où j'ai bien entendu sa demande de pouvoir inscrire sur les boîtes de médicaments la labellisation fabriquée en France. Et donc, nous allons poursuivre avec mon ministère les travaux dans ce sens avec l'ANSES. Il y a aussi, vous le savez, nous l'avons voté dans un des PLFSS récents, la possibilité pour le CEPS qui fixe les prix de prendre en compte la localisation de fabrication de ces médicaments. Il reste à poursuivre des concertations encore avec les industriels. Thévenot, d'où est-ce que je connais ce mot ? Les mesures sont dorénavant déjà possiblement prises et je vais renforcer pour que de façon systématique, cette localisation
relocalisation de fabrication en France puisse être pris en compte. Et enfin, je voulais aussi ajouter que dans les années qui viennent, cette souveraineté, il faut aussi bien entendu l'avoir à l'échelle européenne, et des pistes de travail qui sont notamment sorties des discussions à Choose France récemment, avec un binôme, je dirais, précurseur avec la France et l'Allemagne sur ces sujets, permettra d'avancer, je l'espère, assez vite. Merci. Je donne la parole à notre collègue Jean-Marc Vézousfort pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Oui, il n'était pas concentré, hein, Gérard Larcher. Oui, Merci, pardon. Monsieur le Président. Oui, alors la parole. Le 16 mars 2022, je sais plus, j'ai perdu mes feuilles. Gérald Darmanin, membre de ce gouvernement, sélectionnait 20 villes candidates à l'accueil de services du ministère de l'Intérieur. Forte du travail accompli, ces 20 municipalités communiquaient alors sur cette avancée, se réjouissant que l'État s'engage enfin dans une politique volontariste d'aménagement du territoire. Plus de 3 ans après, le désenchantement est à la hauteur de l'espoir suscité. Pour une quinzaine de villes retenues, pas un seul agent ne s'est encore installé sur leur territoire, alors que tous les délais annoncés auront été dépassés à la fin de l'année. À Morlaix, un projet du programme Action Cœur de Ville tombe à l'eau, car il devait accompagner l'installation du bureau des droits à conduire. À Lens, la municipalité se prive de recettes en attendant que les plateformes de la police judiciaire s'installent dans les locaux qui leur ont été réservés. À Montpellier, un terrain mis à la disposition par la ville attend l'académie de police et la direction centrale du recrutement. À Saint-Étienne, au Mans, pas davantage d'informations. Et j'ai moi-même interpellé à 5 reprises le gouvernement pour comprendre si le projet de relocalisation d'une antenne de l'inspection générale de la gendarmerie nationale à Cahors souffre d'un simple retard ou bien s'il fait l'objet d'un renoncement. Aucune réponse tangible alors que tout est prêt localement. Monsieur le Premier ministre, peut-être vous au moins, avez-vous des informations concernant l'implantation du commandement pour la sécurité nucléaire dans votre commune, à Avernon, une annonce que vous aviez publiquement saluée à l'époque. Ce mouvement de relocalisation est attendu partout, mais la promesse du gouvernement n'arrive nulle part. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, en cette période de congrès des maires qui appelle à restaurer la confiance, vous devez la vérité aux élus concernés. Où en est ce dossier? La vérité. Pour répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Lunez. À ce qui paraît, on doit la vérité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, donc vous avez rappelé évidemment les annonces qui avaient été faites en 2021 et que je ne peux que confirmer, puisqu'il était question à l'époque de relocaliser un certain nombre de services centraux du ministère de l'Intérieur dans des grandes métropoles régionales ou en tout cas en région. Et effectivement, un certain nombre de décisions ont été prises, vous l'avez rappelé, y compris pour le ministère de l'Intérieur. Je veux rappeler qu'on a le SNEAS qui s'est installé à Angers, on a des services de la DEPAFI, la direction financière, qui se sont installés à Metz, et on a eu au total 8 relocalisations qui ont été effectuées. 8, et qui ont concerné 490 agents. Puis sont arrivées les difficultés budgétaires que vous connaissez toutes et tous, évidemment, sur ces bancs, évidemment, et un certain nombre de décisions ont été à ce stade suspendues. Suspendu ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ne veut pas dire qu'on ne fera pas. Elles sont suspendues à ce stade. Et évidemment, moi, je suis à la disposition des élus concernés pour réexaminer, on a suspendu, pour réexaminer on le fera un situation. Et peut-être. Pas une décision définitive. Voilà, on a un contexte budgétaire qui est celui que vous connaissez. Il y a le PLF 2026, sera-t-il adopté? On l'espère bien évidemment, parce que ce sera créer des emplois locaux. Un élément qui conditionnera la poursuite de la réflexion sur ces chantiers. En tout cas, il y a une parole de l'État qui a été en 2021. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par mes prédécesseurs et que j'assume et que je reprends à mon compte tenu de ce qu'était la situation budgétaire. Mais ce ne sont pas des décisions définitives. Moi, je suis prêt évidemment à en rediscuter, ville par ville, service par service. Voilà. Il sert à ce que je pouvais vous dire, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur Vézousfort. Vu comment il s'est élevé, j'ai cru qu'il allait descendre, lui mettre un pain. Je vous rappelle que nous parlons tout de même de la parole d'un ministre toujours en responsabilité. Qu'en pense M. Darmanin? Il n'est pas là, mais je lui ai écrit. Serait-il prêt à assumer que finalement le gouvernement n'avait pas les moyens de cette ambition? Je ne l'espère pas en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'un renoncement serait un nouveau coup porté à la confiance entre l'État et les collectivités. Et en ces temps de congrès des maires, je pense qu'il est important de renouer la confiance.
Donner la parole à notre collègue Annick Petrus pour le groupe Les Républicains. Allez, dernière question des Républicains pour aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. En effet, je confirme. Le 24 octobre dernier, un praticien exerçant depuis plus de 10 ans a été suspendu à la suite d'un signalement du Conseil de l'Ordre des médecins évoquant un doute sur la validité de son diplôme de spécialité chirurgicale au CH de Saint-Martin. Ces faits d'une gravité exceptionnelle mettent en lumière des carences profondes dans les mécanismes de contrôle et de supervision au sein de l'établissement, mais aussi dans la chaîne de vérification des qualifications des praticiens exerçant dans nos territoires ultramarins. Oui, parce que si moi je me dis que je suis spécialiste d'un type de médecine alors que je n'ai pas le diplôme, c'est pareil. Que les médecins formés en hexagone sont soumis à des procédures de vérification et de qualification particulièrement strictes. Ce décalage crée une forme d'injustice et surtout un risque majeur pour la sécurité des soins. Les habitants de Saint-Martin, comme tous les territoires ultramarins, doivent pouvoir bénéficier du même niveau d'exigence et de confiance. Et on parle de diplôme de santé, pas de droit. Les patients de l'Hexagone. Qui, Madame la ministre, est en charge de la vérification des diplômes de médecins en France avant que ce dernier ne prenne en charge des patients? D'autre part, un dispositif dérogatoire permet à des médecins étrangers de travailler en Guyane française au motif que cette zone est un désert médical. Ces médecins, une fois en poste, peuvent ensuite travailler tranquillement sur les territoires ultramarins de la zone, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Pourquoi les déserts médicaux des Outre-mer ne se voient pas proposer aide à l'installation, dispositifs fiscaux comme ceux de l'Hexagone? Est-il plus facile de nous envoyer des étrangers sans vérifier véritablement leur diplôme? Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour rétablir la confiance, assurer la sécurité des soins et garantir que les mêmes règles de qualification et de contrôle s'appliquent à tous les praticiens où qu'ils exercent? Je vous remercie. La question est intéressante et le parallèle est très révélateur, oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Petrus, vous m'interrogez sur la suspension d'un médecin par le Conseil de l'Ordre à Saint-Martin. Il faut le redire, la sécurité des soins et la vérification des qualifications des praticiens sont des principes non négociables. En France, la vérification des diplômes relève du Conseil de l'Ordre des médecins qui contrôle l'authenticité des titres et de l'employeur public hospitalier qui, lui, doit s'assurer que les praticiens disposent bien des compétences et autorisations nécessaires avant toute prise en charge de patients. Oui, et donc c'est en France. Le cas que vous évoquez est grave. Le gouvernement les Outre-mer font partie de la France. Pas. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice et nous respectons strictement cette procédure. Mais je veux le dire clairement, nous prenons nos responsabilités. Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, établissement charnière assurant 90% de l'activité de proximité, a fait l'objet d'un diagnostic approfondi de l'ANAP, d'une administration provisoire et d'un plan de soutien porté à 18 millions d'euros pour renforcer notamment les urgences et les soins critiques. L'arrivée d'un nouveau directeur en 2025 doit là aussi permettre de rétablir un fonctionnement sûr et stabilisé. Plus largement, dans toutes les Outre-mer, nous agissons pour garantir la même exigence qu'en Hexagone. Attractivité médicale renforcée avec 530 postes ouverts en 2024 pour répondre aux tensions. Modernisation d'infrastructures, meilleure organisation des soins, notamment via les coopérations interhospitalières. Je veillerai à ce que cette confiance soit pleinement rétablie à Saint-Martin et reste disponible pour examiner tous les besoins nécessaires. Oui, mais rien sur la vérification des diplômes. Remercie. Donc on va continuer d'abreuver les Outre-mer de médecins dont les diplômes ne sont pas vérifiés. Et puis nous, on va garder les médecins en métropole. Bravo. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre chargée de l'intelligence pour la dernière artificielle question. et du numérique. Ah oui, effectivement. Ce week-end, le site Page Emploi, qui dépend de l'URSSAF et dont l'efficacité en matière de recouvrement n'est plus à démontrer, a fait l'objet d'un piratage.
Ce sont 1,2 million de données personnelles d'assistantes maternelles et d'employeurs particuliers qui ont potentiellement été piratées, s'emparant ainsi des numéros de sécurité sociale, il y a eu un piratage de la RIPA, des numéros de téléphone, ainsi que des identités des personnes concernées. Si les excuses sont les bienvenues, elles sont largement insuffisantes comparées aux préjudices subis. Ces fuites ne sont pas anodines. De quoi, Max ? Dans un contexte où de nombreuses entités malveillantes, notamment issues de nos compétiteurs internationaux, cherchent à nous déstabiliser ou à monnayer ces informations. Cet événement nous interroge désormais sur la capacité qu'ont les différents organismes étatiques à qui nous confions des données parfois très personnelles à faire face à une cybercriminalité croissante, lucrative et utilisée comme moyen de pression au cœur d'une guerre 2.0. Ah oui, c'est vendredi 14h, mais par l'intelligence vendredi après. artificielle qui démultiplie les capacités des cybercriminels. 14h, comme tous les La jours, question ouais. sous-jacente, Sauf quand il y a QAG. Après toutes ces fuites est claire. Avons-nous les moyens de nous protéger ? Y consacrons-nous des ressources suffisantes ? Et envisagez-vous des mesures spécifiques pour rassurer les Français ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, Madame Le Henaf. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci, Monsieur le sénateur Bonneau, pour votre question. Vous connaissez mon engagement sur le sujet, donc c'est un plaisir de vous répondre. Et vous avez raison concernant la nécessité d'évoquer l'action de l'État en matière de cyberprotection. L'URSSAF nous a effectivement indiqué il y a 5 jours la fuite de données d'à peu près estimée 1,2 million d'employeurs. L'attaquant aurait compromis un compte employeur et profité d'une probable, conditionnel, il faut attendre l'enquête évidemment, d'une probable vulnérabilité du service de l'URSSAF qui a été corrigée depuis, je vous rassure. Évidemment, la déclaration à la CNIL a été faite et le parquet de Paris a été saisi. Soyez assuré, Monsieur le sénateur, que nous suivons la situation au jour le jour et que nous reviendrons vers vous avec des explications dès que l'enquête sera terminée pour expliquer ce qui s'est passé. Plus globalement, il est indispensable d'améliorer le niveau de cyberprotection de la nation et c'est tout le sens de l'actualisation en cours de la stratégie nationale cyber. Cela passe par mieux protéger les données sensibles, investir pour rehausser le niveau de cybersécurité et sensibiliser les utilisateurs. Et là, je vais être assez claire dans la réponse que je vais faire. Aucune entité ne saurait se soustraire aux exigences de cybersécurité de notre pays, que ce soit étatique, les organismes étatiques évidemment en premier lieu, les collectivités et les entreprises. Comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs transposé. Oui, mais c'est bien de dire ça, mais c'est pas ça qui va empêcher les piratages. Je suis en d'études à l'Assemblée nationale et je suis évidemment pleinement mobilisée pour que ces 15 000 entités puissent atteindre le plus Chat perché face à un hacker, ça fonctionne pas. Hein. Partout en France. C'est également en européen qu'on doit agir. J'étais hier à Berlin pour le sommet franco-allemand de la souveraineté numérique et nous avons convergé avec les Allemands sur le sens d'une meilleure protection des données qui passera par une révision du Cyber Security Act. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Merci beaucoup. Monsieur Bonneau. Ah, j'ai perdu le timer. Oui, merci Madame la Ministre. Si vous me le permettez, il en va dans ce type de crise de faire comme le canard, c'est-à-dire de paraître calme en surface, mais de pédaler avec force dessous pour régler ces problèmes. Il en va de la confiance de nos concitoyens dans le sujet. Et je rappelle, pour vous dire que le projet de loi sur la cybercriminalité n'est toujours pas passé à l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues. European Cyber Security Act, un truc comme ça. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La séance est suspendue. Hop, et voilà. Et Twitch, je vous invite à rester parce qu'on va suivre le début des débats au Sénat sur le financement de la sécurité sociale pour 2026. En attendant YouTube, nous, on va pouvoir terminer cette VOD. J'espère qu'elle t'aura plu. Beaucoup de questions sur les territoires, beaucoup de questions sur le budget. Là, on sent aussi que les sénateurs ont hâte de s'emparer du PLF pour faire exactement la même chose qu'ils viennent de faire au PLFSS et qu'ils vont reprendre en séance publique. Ils vont bien le tripatouiller,
l'arranger, le désarranger dans tous les sens. Voilà, mais ça, ce sera dans quelques semaines. En attendant, il y a d'abord le PLFSS qui va commencer dans quelques instants pour nous. YouTube, cette partie-là ne sera pas retransmise parce que sinon, moi, j'ai beaucoup trop de VOD à sortir, on s'en sort plus. Ce qui voudrait dire en fait que je pourrais la sortir, mais dans plusieurs semaines, donc ça vaut pas le coup. En attendant, si tu veux voir les discussions budgétaires qu'on fait sur la chaîne, n'hésite pas à passer en live. On les fait un petit peu de temps en temps. C'est vrai que en général, c'est pas prévu dans le planning de stream, mais j'essaye de les faire un petit peu de temps en temps pour suivre un petit peu ce qu'il en est. Donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Et puis d'une manière générale, on est en stream tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 14h à 17h30, sur des sujets de politique, de pédagogie et ou de gaming. Donc n'hésite pas à venir nous voir. Tu seras bien reçu, comme tant d'autres avant toi qui ont franchi le Rubicon et qui sont passés de YouTube à Twitch. N'hésite pas à venir, tu seras bien accueilli. Porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde!